À midi, le 31 décembre 1999, le canal de Panama est redevenu panaméen, alors qu'il était administré par les Américains depuis 1914. Alors quels sont les enjeux de cette restitution? Quand on regarde des cartes, on comprend qu'il dépasse et de loin le seul Panama. Voici l'isthme centra-américain. Il comprend 7 États, dont le Panama, qui est la partie la plus étroite de l'isthme. C'est donc à cet endroit-là que fut percé le canal du même nom, entre 1904 et 1914, un canal qui permettait de relier deux océans majeurs, l'Atlantique et le Pacifique. Or, même s'il est situé au Panama, le canal n'était pas jusqu'au 31 décembre 1999 sous souveraineté panaméenne, mais sous contrôle américain. Alors pourquoi ? L'idée d'ouvrir un canal à travers l'isthme remonte au XVIe siècle, du temps de la colonisation espagnole, mais le projet est abandonné par l'Espagne elle-même, de crainte que des navires non espagnols n'aient accès à ces colonies. Le roi Philippe II disait d'ailleurs, je cite, « L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni ». Pourtant, l'étroitesse de l'isthme est utilisée pour transporter à dos de mulets des marchandises de côte à côte, entre les côtes atlantiques et les côtes pacifiques. La piraterie dans la Caraïbe va freiner ces échanges et faire préférer aux navigateurs des routes plus longues, mais plus sûres, notamment par le détroit de Magellan, qui est un passage vers le Pacifique découvert par Magellan lui-même en 1520, ou par le Cap Horn, découvert en 1616. En fait, c'est la ruée vers l'or, au XIXe siècle, qui va relancer les échanges via Panama. Car l'isthme offre aux pionniers qui partent en Californie une route qui est plus sûre que la traversée des grandes plaines de l'Ouest américain. En 1855, une voie ferrée est construite, et peu à peu, l'idée d'un canal se développe pour que le passage devienne véritablement transocéanique. Le Français Ferdinand de Lesseps, qui a déjà construit le canal de Suez, échoue à conduire le projet et ce sont finalement les États-Unis qui vont se charger de sa construction. Avec la guerre de 1898 contre l'Espagne, les États-Unis prennent conscience de l'importance stratégique d'un canal qui leur permettrait de faire passer leur flotte d'un océan à l'autre, d'où la nécessité d'un contrôle politique. Il signe en 1901 le traité dit Hay-Pauncefote avec l'Angleterre pour qu'elle renonce à contrôler cette route et que le canal soit internationalisé. Et puis ensuite, les États-Unis soutiennent la rébellion panaméenne contre la Grande Colombie, dont faisait alors partie la région de l'Isthme. Donc un État panaméen indépendant est créé le 4 novembre 1903 et les États-Unis obtiennent alors la cession à perpétuité d'une zone de 16 km de large autour du futur canal. Son percement peut commencer en 1904 et il est inauguré 10 ans plus tard, donc en 1914. Regardons maintenant un plan en coupe du canal pour voir comment il fonctionne. En partant de la côte atlantique, un navire passe les écluses de Gatun, s'étendant sur plus de 2 km et qui l'amène 26 mètres plus haut dans les eaux du lac artificiel du même nom. Le navire poursuit sa course jusqu'au village de Gamboa, au centre du canal. Après le passage Gaillard, le bateau passe l'écluse de Pedro Miguel, puis celle de Miraflores, pour retrouver enfin le niveau de l'océan Pacifique. Il faut environ 8-9 heures pour traverser les 80 km du canal, auxquels s'ajoute en moyenne une douzaine d'heures d'attente à l'entrée. Et avec un droit de passage d'environ 2 € par tonne transportée, un navire paye à peu près 28 000 € la traversée, soit environ 170 000 francs, ce qui revient de toute façon jusqu'à 10 fois moins cher que de passer par le Cap Horn. C'est donc de part et d'autre du canal que l'on trouve ce qu'on appelle la Canal Zone, que vous voyez là sur la carte, concédée aux États-Unis en 1903 et qui coupe le Panama en deux. 10 bases militaires américaines y sont positionnées, avec quelques 10 000 soldats.
Ces troupes assurent la sécurité du canal, mais elles ont aussi un rôle plus régional. La base Howard est le siège du quartier général du commandement sud qui conduit les programmes militaires américains dans la région. Alors une telle concentration militaire s'explique aussi par le fait que le canal est perçu par les États-Unis un petit peu comme une voie d'eau intérieure. En 1996, sur les 14 000 navires qui ont franchi le canal, 60% naviguaient pour le compte d'intérêts américains, principalement entre la côte Est et l'Asie. Le canal de Panama est donc un point névralgique pour les États-Unis. Mais du côté des Panaméens, il est ressenti depuis longtemps comme une blessure, et le président panaméen Trujillo signe en 1977 avec le président américain Carter le traité de restitution qui devient effectif le 31 décembre 1999 à midi. En fait, les États-Unis ont pris leurs précautions. Ils conservent un droit de regard sur le canal, avec une priorité de passage pour leur flotte de guerre, et un droit d'intervention si la sécurité ou le fonctionnement du canal est menacé, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Cette restitution impose de toute façon un redéploiement stratégique. En juillet 1999, le commandement sud des forces américaines a été transféré de Panama à Puerto Rico et Miami. Et ce sont désormais les bases aériennes de Manta en Équateur et d'Aruba aux Antilles néerlandaises qui sont utilisées pour la surveillance aérienne des narcotrafiquants qui sont très présents dans la Colombie voisine. Pour le Panama, la restitution du canal signifie, après les tutelles espagnoles, colombiennes, américaines, comme un passage à l'âge adulte. Le pays fait aujourd'hui 77 000 km² et 2 700 000 habitants. Alors cette restitution devrait contribuer à un rééquilibrage du pays entre la capitale, qui concentre 80% de l'activité économique, et le reste du pays, qui est plutôt rural. L'agriculture, bananes, canne à sucre, café, la pêche aussi représentent à eux deux 10% du produit intérieur brut du pays et près de un quart des emplois. Ensuite, le Panama est un centre bancaire international. C'est la deuxième zone franche au monde, après Hong Kong, et le pays a la flotte la plus importante au monde par le jeu des pavillons de complaisance. Donc le pays veut pouvoir profiter de sa position stratégique et de son accès aux deux océans. Or, jusqu'à présent, les 14 000 navires traversaient le canal sans toucher terre, sauf si leur destination finale était la zone franche de Colón. Car les ports de Cristobal et Balboa, aux deux extrémités du canal, étaient sous contrôle américain qui ne voulait pas les développer afin de ne pas concurrencer les ports américains plus au nord. Enfin, le Panama veut se transformer en un centre de distribution des marchandises pour l'ensemble de l'Amérique latine. Il doit donc développer les infrastructures portuaires. D'abord, un premier port privé côté Atlantique a été ouvert en 1995. Il peut décharger plus de 800 000 conteneurs par an, soit presque autant que le port de Miami. Ensuite, une société de Taïwan a obtenu la concession d'un port à proximité de la zone franche de Colón, et des investisseurs de Hong Kong vont construire un terminal à conteneurs à chaque extrémité du canal, à Colón, côté Atlantique, et à Balboa, sur la côte Pacifique. Il faut savoir que la Chine est le troisième utilisateur du canal, après les États-Unis et le Japon. Et ce contrôle des entrées du canal par des capitaux chinois préoccupe d'ailleurs Washington. Alors ce transfert du canal flatte le nationalisme de beaucoup de Panaméens et le pays maintenant veut rassurer la communauté internationale quant à sa capacité à gérer le canal. Le problème, c'est que le Panama reste une plaque tournante pour le trafic de drogue et pour le blanchiment des narcodollars. Le revenu par tête dans ce pays est le plus élevé d'Amérique centrale, mais 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est au Panama que l'on trouve les plus grands écarts de richesse au monde. Donc c'est un pays qui est encore socialement fragile, très inégalitaire, beaucoup de corruption. Tout cela accroît son instabilité. Le paradoxe, c'est que de nombreux Panaméens souhaitent en fait la perpétuation d'une certaine présence américaine dans laquelle ils voient
comme une protection contre certaines dérives politiques ou mafieuses du type Noriega. La présidente panaméenne Mireya Moscoso, qui vient d'être élue à l'automne 1999, pour le moment n'envisage pas en tout cas d'autoriser de nouvelles présences militaires américaines dans le pays. Est redevenu panaméen alors qu'il était administré par les Américains depuis 1914. Alors quels sont les enjeux de cette restitution? Quand on regarde des cartes, on comprend qu'il dépasse et de loin le seul Panama. Le 1 décembre 1999, sous souveraineté panaméenne, mais sous contrôle américain. Alors pourquoi? L'idée d'ouvrir un canal à travers l'isthme remonte au XVIe siècle, du temps de la colonisation espagnole. Voici l'isthme centra-américain. Il comprend 7 États, dont le Panama, qui est la partie la plus étroite de l'isthme. C'est donc à cet endroit-là que fut percé le canal du même nom. À midi, le 31 décembre 1999, le canal de Panama, entre 1904 et 1914, un canal qui permettait de relier 2 océans majeurs, l'Atlantique et le Pacifique. Or, même s'il est situé au Panama, le canal n'était pas jusqu'au 30